Le bilan d'Apple pour le deuxième trimestre fiscal clos le 29 du mois de mars 2025 révèle une progression notable. Je rappelle que l'année fiscale d'Apple se termine généralement au mois de septembre. Donc présentement, elle est plutôt au niveau du deuxième trimestre, pendant que les autres entreprises sont encore au premier trimestre. Oui, c'est légal. OK, chacun choisit ce qu'il veut généralement ici. OK, il y a des entreprises qui terminent l'année fiscale au mois de janvier, et comme certaines qui terminent l'année fiscale au mois de juin, par exemple. Bref, donc, ce deuxième trimestre-là révèle un bilan, une progression notable. Le chiffre d'affaires a connu une hausse de 5% d'une année sur l'autre pour atteindre 95,4 milliards de dollars. Au sein de cette performance, la branche des services s'est distinguée comme le principal moteur de croissance, enregistrant une augmentation de 11,6% pour s'établir à un niveau record de 26,6 milliards de dollars. Du côté des produits, les ventes de l'iPhone, donc par exemple avec ce qui est généralement ici le produit phare de la marque, ont progressé de 1,9% pour atteindre 46,8 milliards de dollars, soutenu par le lancement récent de l'iPhone 16e, équipé de la puce A18 de dernière génération. Donc, vous pouvez voir ici que la moitié des ventes, généralement, c'est le iPhone. Donc, on se dit ici que vu que les ventes de iPhone diminuent, ou bien sont plutôt stables ou flat, techniquement, Apple commence à ressembler à une compagnie plutôt mature, ce qui n'est pas très faux non plus. Mais vous allez remarquer une chose. Les ordinateurs Mac, qui constituent la troisième plus grande catégorie, ont vu leur vente croître de 6,7%, atteignant 7,9 milliards de dollars. Le bénéfice par action a quant à lui augmenté de 7,8%, atteignant 1,65 dollars par action, donc un chiffre conforme aux attentes. Les perspectives pour la seconde moitié de l'année fiscale 2025 suggèrent que les comparaisons de revenus et de bénéfices resteront plutôt positives. Ceci s'explique en grande partie, rappelez-vous ce que j'ai mentionné tantôt, ceci s'explique en grande partie par la base installée d'appareils actifs qui continuent d'atteindre de nouveaux sommets historiques dans toutes les catégories de produits et sur tous les segments géographiques. Apple n'a pas besoin de vendre des nouveautés chaque année. Enfin, même si elle a juste besoin d'avoir une base de produits installés qui augmente de plus en plus. Pourquoi? Parce que par rapport à cette base-là, ces bases-là viendra justement, comment on dit ça? C'est la base de produits installés qui permettra à la branche service de continuer à croître. Et la branche service, c'est le segment qui est le plus en croissance et celui sur lequel on a des marges bénéficiaires très élevées. Donc, il faut suivre la base de clients, la base de produits installés, active. Que vous ayez un iPhone 5 ou je ne sais pas quel type de iPhone, même la toute première génération, ça c'est votre problème du moment où ça fonctionne encore et du moment où vous pouvez encore avoir accès aux services d'Apple, parce que certains produits Apple arrêtent carrément ici de proposer la partie service qui est essentiellement ici l'accès à l'App Store. On viendra vous dire ici que certains produits ne sont pas compatibles, soit parce que la mémoire est pleine ou ce genre de choses-là. Bref, la base de produits installés, c'est ce qu'il faut suivre sur Apple. OK? Donc, cet élément est particulièrement stratégique pour le segment des services dont les marges brutes dépassent les 75% à comparer aux 36% de la division produits. Il est à noter que le nombre d'abonnements payants a connu une croissance à 2 chiffres au cours du trimestre de mars, dépassant largement le milliard. Je suis obligé de moi aujourd'hui de payer un abonnement pour iCloud. Avant, je payais moins de 5 dollars par mois. Aujourd'hui, j'en paye 12. Tout simplement parce que mon téléphone a moins de place et je suis obligé de changer de iPhone. Enfin, d'aucuns diront, oui, mais tu peux prendre un Samsung, excusez-moi. La seule raison pour laquelle je reste sur Apple, c'est son écosystème. Je n'ai pas envie de me casser la tête avec un nouvel écosystème. Vous voyez, je suis ce type de consommateur-là. La nouveauté ne m'intéresse pas. Je suis capable de prendre j'ai un iPhone 12 Pro Max. OK? Et je suis capable, mon prochain iPhone ne sera pas le iPhone 16, ce sera peut-être le 14 ou le 15, et ça sera peut-être même pas cette année, de manière générale, du moment où mes affaires fonctionnent encore. Mais je suis obligé de prendre un iCloud parce que j'ai de plus en plus de données dans mon téléphone, que ce soit des photos, des vidéos, ce genre de choses-là. Et donc, il faut les mettre quelque part. Donc, vous allez me dire, mais elle est dans un appareil. Mais non, je préfère savoir que c'est dans le iCloud et que je peux y avoir accès quand je veux. 12 dollars par mois, ça reste une somme quand même. Mais ça ne me dérange pas. Donc, ça ne me dérange pas de payer cette somme-là. Et d'aucuns payent bien plus que ça. OK? Donc, comme je le disais tantôt, je serais peut-être obligé de changer d'iPhone parce que je veux plus de mémoire. Ce qui est étonnant chez moi parce que je n'avais même pas... J'avais pris un 128 Go et je ne me vois pas prendre moins que 256 prochainement. Peut-être même 1 Teraoctet de manière générale. On verra si ça se remplit. Mais moi, voilà. Pour le moment, c'est ça mon ambition.
Mais vous pouvez voir ici que Apple, que ce soit au niveau de la nouveauté, que ce soit au niveau de la consommation de données, l'entreprise vous force de plus en plus, de manière subtile, hein, à prendre de nouveaux produits avec plus de mémoire, ce genre de choses-là. Donc, cependant, une variable demeure, l'impact potentiel des barrières tarifaires. Bien que leur effet sur les résultats du premier trimestre ait été limité, l'évolution constante des politiques commerciales a empêché Apple de quantifier avec précision l'impact potentiel pour l'ensemble de l'année. La direction a estimé que ces taxes ajouteraient à peu près 900 millions de dollars au coût pour le trimestre de juin, qui est étant ici le troisième trimestre, tout en précisant que ces chiffres ne sauraient préjuger des périodes futures. Donc, on reste encore sur une certaine incertitude. C'est peut-être 900 millions ici, ça pourrait être bien plus ou moins. OK? Donc, en raison de cette incertitude, les prévisions pour l'année entière ont été ajustées. L'estimation du chiffre, et ça, c'est une estimation ici qui ne provient pas d'Apple. D'accord? C'est quand vous prenez à peu près l'ensemble des analystes qui suivent ce dossier-là, on est entre 409 milliards et 407 milliards de dollars. Donc, excusez-moi, les aléas du direct. Et la prévision de bénéfices a été réduite aux alentours de 7,20 dollars par action. En réponse à ces préoccupations commerciales, l'entreprise renforce sa présence sur le territoire américain. Un programme de 500 milliards de dollars. Donc, 500, c'est beaucoup. Donc, 500 milliards sur les 4 prochaines années est consacré à l'augmentation de son empreinte nationale. Donc, on dit empreinte nationale ici, ça veut dire qu'Apple veut de plus en plus produire sur le territoire américain de manière générale. Donc, 500 milliards, c'est énorme. Donc, ce plan inclut la construction d'une nouvelle usine au Texas dédiée à la fabrication de serveurs avancés, ainsi que l'agrandissement d'installations existantes dans plusieurs autres États. Vous allez me demander, pourquoi est-ce qu'ils choisissent le Texas ? Laissez-moi savoir en commentaire. Bref, continuons. En conclusion, la performance trimestrielle solide d'Apple est portée par la dynamique très rentable de ses services, elle-même alimentée par une base d'utilisateurs en expansion constante. Je sais que sur Apple, vous attendez que l'intelligence artificielle soit développée ou ce genre de choses, mais elle n'a pas besoin de le faire de manière générale. Elle n'a pas besoin d'innover également. Elle a déjà ça fait très longtemps qu'elle n'innove vraiment pas. Mais elle a une base de clients fidèles et ça n'a pas de prix, qui dépense de plus en plus. Donc, elle peut se permettre de ne pas trop se presser par rapport à tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Aux dernières nouvelles, et ça reste une rumeur, Apple voulait faire l'acquisition de Perplexity, que j'aime bien d'ailleurs, et je trouve que c'est une très très bonne idée. Mais sur le plan de la concurrence, est-ce que ça va se faire ? Parce qu'Apple, ils sont quand même assez gros aujourd'hui. Même si, techniquement, ils développent pas leurs propres IA ici, ils ont des partenariats avec ChatGPT, etc. Le fait qu'ils rachètent ici Perplexity, je pense que Perplexity est une entreprise qui peut bien... Comment on dit ça ? C'est un bon choix, on va le dire comme ça. C'est un choix intéressant. Mais ça reste une rumeur, excusez-moi, ça reste une rumeur. OK ? Donc, en parallèle, elle a engagé une manœuvre stratégique d'envergure en relocalisant une partie de ses capacités de production sur son marché domestique pour atténuer ces aléas. Maintenant, en termes d'évaluation, on va se dire ici que par rapport à la dernière évaluation, on est plutôt stable. Je vais faire un tour d'horizon assez rapide ici. Pour moi, Apple n'est plus une entreprise de croissance. Et donc, c'est plutôt un business qui est mature. On va avoir tendance à se négocier aux alentours des 20 fois les bénéfices, par là. Peut-être même croire qu'au même niveau que l'inflation, mais elle peut maintenir ses marges. Quand on regarde le niveau de croissance ici, on a une croissance très élevée entre 2020 et 2024. C'est tout simplement parce que l'entreprise augmente ses prix. Les volumes, tant bien que mal, se maintiennent. Mais n'oubliez pas que la partie services et abonnements également est en pleine expansion. Donc, enfin, les abonnements sont inclus dans les services de manière générale. Ensuite, on regarde les marges nettes ici qui sont plutôt stables. On compare avec les marges EBITDA qui sont également légèrement en croissance depuis 2020. Et on va regarder le nombre d'actions qui diminue. Apple rachète massivement ses actions. La question est de savoir est-ce qu'elle les rachète à un prix intéressant. Tant que ça s'est négocié à 25 fois les bénéfices en dessous, ça reste intéressant ici.
On regarde ici les net income, les free cash flow, si les deux parlent le même langage, on les met ici, les deux parlent le même langage, free cash flow est légèrement plus élevé. Vous pouvez également aller regarder les SBC par rapport aux revenus, histoire de voir quel est l'impact que ça pourrait avoir sur ces revenus-là. On voit que en termes de marge, les SBC par rapport aux revenus augmentent de plus en plus. Donc Apple dépense de plus en plus d'argent pour rémunérer ses employés. Il faut vous dire que dans ce domaine, c'est la chasse au talent. Donc ça peut être compréhensible. Mais cela sous-entend que vos marges de free cash flow sont impactées d'au moins 3%. Et donc, si vous choisissez de prendre les free cash flow avec cet élément-là, vous sous-entendez qu'à un moment donné, ça va diminuer. Donc, ça surévalue légèrement ce business-là. Prenons un exemple. On a vu tout tantôt ici que c'était près de 13 milliards. Si on prend 13 milliards multiplié par 20 fois les bénéfices, ça veut dire ici que c'est littéralement 260 milliards facile. Ce qui représente ici par rapport à la capitalisation boursière actuelle près de 10% par là. Donc, il faut être prêt à accepter cela. Bref, vous aurez fait les ajustements ici. Moi, je suis là pour faire une estimation de manière générale. Le plus important ici, l'évaluation, c'est la partie la plus facile. Le plus important, c'est le narratif derrière tous ces chiffres-là. Est-ce que ça va continuer, etc. Donc, du point de vue évaluation, pour Apple, je prendrai ceci. À 20 fois les bénéfices, on va se situer à peu près à combien? Parce que pour ceux qui sont optimistes, le marché paye généralement entre 20 et 25 fois les bénéfices. Si je me situe à 25 fois les bénéfices, ça sous-entend que Apple continue à se négocier à un prix premium. Et je pense que tant que on est à 25 fois, ça reste un prix premium. Et ça, c'est vraiment de l'optimisme. Idéalement, j'aimerais avoir un prix à 20 fois les bénéfices, mais le marché, il paye 25 fois les bénéfices. Donc, si on est très optimiste sur Apple, vu que ça reste un business assez prévisible, on comprenne à peu près une légère croissance attendue en 2027 ici de l'orgue, ici de 8,62 $. On s'attend à peu près à 216 $ l'action, à 25 fois les bénéfices. 216 $ l'action. Idéalement, j'aimerais payer 20 fois les bénéfices. Donc, ce que je ferai ici, je mettrai 20 fois les bénéfices. On va être assez conservateur pour Apple. 20 fois les bénéfices. De toute façon, on prend déjà en considération les SBC. Moins la dette nette. La dette nette qui sera à peu près à quel niveau? On a un niveau de dette nette ici à combien? 3,50 $, presque insignifiant. Donc pour moi, au prix actuel, Apple est juste correctement évalué. OK? Donc ce que je vais faire, c'est j'irai dans ma watchlist, où j'ai certainement parfois pris Apple à 25 fois les bénéfices, mais ce n'est pas plus grave que ça. Comme je l'ai dit, à 25 fois les bénéfices, vous savez ce que ça inclut. OK? Vous pouvez choisir de payer 20 à 25 fois les bénéfices, mais pour un business pareil, il vaut mieux être prudent et déjà anticiper le fait que le marché n'évalue pas cette entreprise à un prix premium. OK? De telle sorte que si on vient vous chercher à ce prix-là, aux alentours de votre prix enfin, la valorisation que vous avez ici qui est assez conservatrice, enfin, conservatrice ou conservateur? Bref, je ne sais pas, je suis fatigué les amis. En tout cas, qui est la moins disante possible, on va le dire comme ça. Ça se situe aux alentours des 176 $ à l'action. Et comme je le dis toujours, ce n'est pas trop l'évaluation. Il ne faut pas passer du temps sur l'évaluation. Vous voyez, la dernière fois, j'étais à 243 $ à l'action. Il y a de fortes chances que j'ai pris 25 fois les bénéfices. Je vous ai donné mon prix idéal à 20 fois les bénéfices. Et je vous ai expliqué pourquoi. Notamment en lien avec la croissance du chiffre d'affaires. Mais n'oubliez pas que ça reste une entreprise qui augmente ses revenus, qui augmente également ses marges. Et donc, les deux ici peuvent permettre ici aux marges, aux multiples de se maintenir pendant une certaine période. Maintenant, je ne sais pas, en relocalisant aux États-Unis, est-ce qu'ils vont une partie de la production? Est-ce qu'ils vont, surtout pour les serveurs avancés, est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir ce niveau de marge-là? Je n'en sais strictement rien du tout. OK? Donc, pour ceux qui ont accès à la watchlist, vous verrez ça en description de la vidéo ici, pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, pour ceux qui ont accès à la watchlist, ce que je ferai, je vais garder ça à 25 fois les bénéfices. Mais de toutes les façons, vous savez que l'estimation en question vient toujours avec une vidéo. Et donc, vous pouvez voir ici que j'ai pris entre 20 et 25. 20, c'est le moins disant. 25, c'est vraiment le max ici. Et 25, c'est juste tout simplement parce que c'est ce que le marché paye en date d'aujourd'hui si on prend une moyenne sur les dernières années.
OK? Et donc, je vais le mettre ici à 25 fois les bénéfices, mais vous connaissez ma préférence. Donc, si je me situe à 25 fois les bénéfices, sans prendre en considération la dette nette, parce que je pense que la dette nette est littéralement insignifiante, on se met à 200, on sera à peu près à 216 dollars l'action. Et je l'ai pris ici par rapport aux bénéfices nets ajustés, donc qui ne sont pas ici, qui ne correspondent pas ici au free cash flow. On a une légère différence ici, moins 10 ans pour les bénéfices nets ajustés. Donc, on sera à 216 dollars l'action. Et je constate ici que par rapport à la dernière évaluation, c'est une diminution. Donc, ça dit que les attentes ont diminué. Je prends 216. Voilà. Apple sera à quel niveau? Situé ici. Donc, ça mettrait ici qu'Apple est juste correctement évalué. Comme je dis toujours, ce n'est pas trop la précision qu'il faut rechercher, les amis. Il faut plutôt essayer de comprendre si les chiffres qu'on fait rentrer dans notre évaluation, si l'entreprise a les capacités de maintenir ce niveau de chiffre-là dans le futur. Et donc, il faut comprendre le business model, ainsi que si elle rencontre des problèmes en date d'aujourd'hui, quelles sont ces problématiques-là? Est-ce qu'elle est capable de les surmonter? OK? Donc, juste pour vérifier rapidement ici, quand on regarde l'estimation des analystes il y a quelques mois, je rappelle que la dernière vidéo sur cette compagnie datait à peu près du mois de mars, on était à 8,99 $. Aujourd'hui, c'est 8,62 $ en 2027. Pour 2026, c'était 8,23 $. Aujourd'hui, c'est 8,80 $. Pour 2025, il y a 6 mois, on était à 7,39 $. Aujourd'hui, c'est à peu près 7,16 $. J'aurais même dû prendre par rapport à il y a 3 mois. Mais ça reste à peu près le même raisonnement. Ça veut dire ici que les attentes sont certes optimistes, mais elles sont de moins en moins optimistes. Donc, les prévisions ne sont pas gravées dans la roche. C'est juste une façon de dire ici que nous sommes optimistes ou nous sommes pessimistes. Et votre rôle en tant qu'analyste, on va le dire comme ça, c'est de vérifier, d'accumuler assez d'informations qui vous permettent de penser que c'est possible de réaliser ces attentes-là ou pas du tout. OK? Et même si vous vous trompez, même si vous vous trompez, c'est une façon de dire ici que si par malheur vous vous trompez, vous allez apprendre juste. Ça sera juste des frais d'apprentissage, on va le dire comme ça. Donc, il faut commencer. L'évaluation ne doit pas. Il ne faut pas juste vous baser sur une évaluation pour prendre une décision d'investissement. L'évaluation vient toujours avec un narratif derrière. Et ce narratif-là, vous devez récolter le maximum d'informations qui vont dans votre sens. Mais également, toujours essayer de déconstruire votre thèse d'investissement de départ parce qu'il y a des choses qui pourraient aller mal. Parce que quand vous regardez une entreprise, par exemple, quelqu'un qui aime Apple, il va se dire que oui, Apple, c'est une belle entreprise, ils vendent des iPhones, ils en vendent de plus en plus, ils ont un pricing power. D'habitude, se négocie à 30 fois les bénéfices. Ici, je paye 30 fois les bénéfices. 30 fois les bénéfices, c'est 3% de rendement. 3,3%. Ça veut dire ici que si l'entreprise arrête de croître en date d'aujourd'hui et qu'elle te distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes, tu auras 3,3%. Et également, si l'entreprise arrête de croître et que tu l'achètes à ce prix-ci, ça sous-entend également qu'il y a de fortes chances que tu ne payes pas le même multiple de valorisation. Que le marché ne paye pas le même multiple de valorisation dans le futur pour une compagnie qui ne croît plus. C'est la raison pour laquelle il faut anticiper cela, regarder la taille du marché, etc. Mais également être toujours conservateur dans ses analyses. Moi, je vous ai dit, je préfère 20. Mais je l'ai mis à 25 parce qu'il paye 25 sur les dernières années. Mais si je veux l'acheter réellement, si on me propose cette entreprise-ci, mon prix, je dis bien celui auquel je voudrais acheter du Apple, à l'état actuel des choses, par rapport au niveau de connaissance que j'ai sur la compagnie en date d'aujourd'hui, c'est 129 $. Pourquoi 129 $? C'est 15 fois les bénéfices de 2027. Donc, 129 $ au moins. Mais je ne vous ai pas demandé d'attendre 129 $ parce qu'il faut toujours acheter un business avec une marge de sécurité. Maintenant, si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2027, ça se réalise bien sûr en dividendes, par rapport au prix actuel, vous avez un rendement de 4,27%. Ce qui n'est pas fameux pour moi. Actuellement, elle distribue à peu près un dividende de 0,52%, mais elle prend également en considération qu'elle rachète massivement ses actions. Donc pour moi, je dirais que j'espère avoir un meilleur prix que ça sur Apple. Pourquoi l'acheter à 20 fois les bénéfices quand j'ai pu l'avoir à moins de 15 fois les bénéfices par le passé, avec un niveau de croissance un peu plus élevé et plus de cash que ça en banque. Bref, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez. Investissez toujours avec conviction. Et pour investir avec conviction, il faut faire ses propres recherches.
cette vidéo a juste vocation de divertissement, on va le dire comme ça. Toujours aller vérifier tous les éléments que j'ai mentionnés ici, en lisant les rapports financiers, en écoutant les conférences call. Je vous rappelle que la note d'analyse ici a été faite en lisant les rapports financiers et en écoutant les conférences call. Donc faites également la même chose et tirez vos propres conclusions. OK? Donc j'ai tout fait ici pour synthétiser le plus simplement possible ces différents éléments-là. Pas besoin de prendre tout ce qui a été dit dans le conférence call. Il y a des éléments que je ne juge pas du tout importants, que vous allez peut-être juger comme étant important de manière générale. Donc, c'est à vous d'aller voir les choses. Donc, moi, je les ai vus ici à partir de mon point de vue. D'accord? Avant d'y investir, ayez toujours votre point de vue. C'est important. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez toutes les informations en description de la vidéo et en premier commentaire épinglé. Merci. Au revoir.